Cet homme est l'un des hors-la-loi les plus célèbres au monde. Mais c'est aussi une personnalité complexe. Sans compter qu'il est extrêmement riche, issu d'un milieu privilégié, Oussama Ben Laden a pourtant choisi de mener une vie de cavale. Ces 10 dernières années, l'ombre de cette grande silhouette au visage émacié ressurgit régulièrement aux 4 coins du globe, comme celle du financier présumé d'un terrorisme aveugle et qui touchera notamment 2 ambassades américaines en Afrique. On le dit dévoué corps et âme à la guerre sainte globale qu'il a proclamée. Il s'est donné les moyens de frapper n'importe où tous ceux qu'il estimait être des ennemis de l'islam. Au début du XXe siècle, la famille Ben Laden s'établit au Yémen, à la pointe sud de la péninsule arabe. La région qu'elle a choisie, celle d'Hadramaout, est profondément imprégnée des cultures bibliques et coraniques. On la surnomme la Manhattan du désert pour ses bouquets de tours anciennes fabriquées à partir d'un mélange de boue, de sable et d'herbe. Comme la majorité de la population yéménite dans les années 30, on ne peut pas dire que Mohamed Ben Laden, le père d'Oussama, soit alors quelqu'un de riche. Il a débuté comme simple ouvrier dans le bâtiment avant de découvrir de nouvelles opportunités dans le royaume voisin d'Arabie. Les pétrodollars commencent à affluer par millions et stimulent notamment l'industrie de la construction. Mohamed Ben Laden est bien décidé à saisir sa chance de faire fortune dans ce pays. Il est parti là-bas avec toute sa famille. Il est arrivé au tout début du boom de la construction. Il a fini par y développer sa propre affaire en montant son groupe Ben Laden, société dont le capital atteindra 5 milliards de dollars. Mohamed Ben Laden, fidèle musulman sunnite, se démarque bientôt comme un brillant homme d'affaires. Grâce à la qualité de son travail sur les palais royaux saoudiens, il gagne la confiance du roi Abdelaziz et se voit offrir en récompense le contrat de restauration de la mosquée de la Mecque. La Mecque est le lieu saint où des millions de musulmans se rendent en pèlerinage pour glorifier Allah et visiter la maison natale du prophète Mahomet. Cette nouvelle responsabilité est pour Ben Laden père un grand honneur. La Mecque et la Médine sont les 2 plus grandes villes saintes de l'islam. Pour les musulmans, elles sont chargées de significations symboliques et religieuses des plus puissantes qui soient. L'entreprise de Mohamed Ben Laden en fait un homme riche. Il devient en même temps le patriarche d'une famille de plus de 50 enfants, parmi lesquels une vingtaine de garçons. En 1957, sa famille déménage pour la capitale saoudienne de Riyad. C'est là que naît leur fils Oussama, unique garçon de sa 4e épouse officielle, une femme syrienne. De parents non saoudiens, Oussama se distingue des autres enfants dans un pays où l'ascendance compte énormément. Ceci n'empêche pas sa famille de rejoindre bientôt le cercle intime de la cour royale et de profiter de nombreux privilèges. Ils faisaient partie intégrante de l'establishment, autant qu'on peut l'être sans faire partie pour autant d'une lignée royale. Comme de nombreux autres éminents saoudiens, les Ben Laden voyagent beaucoup. Quand elle se rend à l'étranger, la mère d'Oussama préfère emporter sa garde-robe de chez Chanel plutôt que ses robes traditionnelles. Au-delà des mondanités et de son succès commercial, Mohamed Ben Laden demeure d'autant plus fidèle à ses engagements professionnels qu'il s'agit de restaurer des lieux de culte. Il déclarera lui-même avoir reçu comme une bénédiction son contrat pour la coupole du rocher de Jérusalem, le plus ancien monument de l'islam. Mais en 1968, le patriarche de la famille disparaît brutalement. Pris au milieu d'une tempête de sable en Arabie Saoudite, son hélicoptère s'écrase. Les Ben Laden héritent de son empire financier et industriel. L'un des légataires n'est autre que le jeune Oussama, qui part alors suivre des études de management et d'économie à l'université du roi Abdelaziz à Jeddah. Sa famille a naturellement pensé le diriger vers la gestion des affaires de la famille, c'est-à-dire le bâtiment et la restauration. On racontera plus tard qu'à cette époque, Oussama se rend de temps en temps, comme d'autres jeunes étudiants saoudiens aisés, à Beyrouth, au Liban. Dans les années 1970, c'est la ville de toutes les tentations, celle que la société saoudienne plus conservatrice préfère interdire. Certains affirment que lorsqu'il était adolescent, il se serait rendu à Beyrouth pour s'amuser, danser en boîte, boire un coup, draguer les filles, etc.
Or, en 1975, ses professeurs islamistes à l'université l'influencent déjà fortement. Sous la houlette du cheikh Abdullah Hassan, il prêche que le salut de la jeunesse saoudienne devra forcément passer par un retour aux valeurs strictes de l'enseignement islamique. Et alors qu'Oussama n'est encore qu'un étudiant, sa famille lui confie un projet qui ne fait qu'ajouter encore à sa ferveur spirituelle. On lui a demandé de restaurer 2 mosquées très importantes en Arabie Saoudite. Et pendant qu'il accomplissait ce travail de longue haleine, pour le compte de sa famille, il aurait véritablement, selon ses amis, trouvé la voie de l'islam, alors qu'auparavant, cela ne l'avait jamais touché à ce point. Mais si la foi suscite les passions à travers la région, elle va profondément bouleverser la vie d'Oussama. En 1975, l'assassinat du roi Faisal déclenche en Arabie Saoudite de graves crises des valeurs et de succession. Les intégristes rejettent la responsabilité des troubles sur l'influence pécheresse et immorale de l'Occident. Ainsi, en février 1979, en Iran, l'ayatollah Khomeini s'assure-t-il le succès de sa révolution islamique. Il renverse le Shah. Il détient plusieurs mois d'affilée des Américains en otage à Téhéran. Ses fidèles l'acclament comme le grand triomphateur des forces occidentales. À la fin des années 70, des islamistes intégristes prennent d'assaut la mosquée de la Mecque et se mettent à fulminer contre la famille royale saoudienne, pour eux, symbole de corruption. Le 26 décembre 1979, un événement majeur ébranle le monde islamique tout entier. L'Union soviétique vient d'envahir l'Afghanistan, pays de confession musulmane sous régime pro-communiste. Cet événement déclenche un appel au djihad, à la guerre sainte. Un appel lancé aux musulmans du monde entier pour qu'ils viennent en aide à leurs frères d'Afghanistan, envahis par les forces du mal. Bientôt, les États-Unis entrent à leur manière dans le conflit par l'expédition d'armes, d'aide humanitaire et par l'envoi d'agents de la CIA. Cette invasion soviétique scandalise le président Jimmy Carter au point qu'il lance un boycott des Jeux Olympiques de 1980 prévus à Moscou. Pour moi, il est absolument inconcevable que les nations, quelles qu'elles soient, envoient des athlètes participer aux Jeux Olympiques qui se tiennent dans la capitale d'un pays, travaillant activement à l'invasion d'un peuple innocent. Le destin veut alors que les Américains se retrouvent alliés aux forces d'Oussama Ben Laden contre les Russes. Un Ben Laden dont l'histoire montrera qu'il n'en est là qu'à ses premiers efforts pour chasser ceux qu'il nomme des infidèles des terres musulmanes. En 1979, Oussama Ben Laden a en poche son diplôme de sciences économiques et devant lui un avenir tout tracé dans l'industrie du bâtiment. Cependant, il choisit de laisser derrière lui sa famille et la perspective d'une belle carrière pour s'investir dans la guerre sainte. Alors que les soviétiques viennent de pénétrer en Afghanistan, il répond comme d'autres milliers de jeunes musulmans à l'appel du djihad. Il se met en route pour Peshawar, ville frontalière du Pakistan et quartier général de l'effort de guerre afghan, où se rassemblent alors des 4 coins du Moyen-Orient de fervents volontaires et défenseurs de l'islam. Se rendre à Peshawar à l'époque, c'était à plus d'un titre comme participer à Woodstock ou encore rejoindre ses copains au Club Med. Quitte à se faire offrir le voyage, s'il n'en avait pas les moyens, tout jeune musulman qui se respectait se devait d'y faire étape avant de s'engager dans les combats. Mais la guerre d'Afghanistan n'est pas seulement un conflit de religion. C'est aussi le théâtre d'une guerre froide qui continue de sévir. Et bien que la CIA ne soutienne pas directement Oussama Ben Laden, tous deux œuvrent dans un seul et même but, la défaite des Soviétiques. Les Afghans acceptent donc volontiers toute aide en leur faveur. Les Afghans étaient désespérés. Tous ceux qui étaient disposés à les aider, que ce soit financièrement ou par leur présence physique ou leur assistance matérielle, étaient donc les bienvenus.
Grâce à sa part d'héritage familial, quelques 250 millions de dollars, Ben Laden commence par fournir une aide humanitaire aux Afghans sous la forme d'envois de nourriture et de médicaments. Il a mis en place à Peshawar une véritable organisation. Il a commencé par recenser les gens qui arrivaient en leur demandant d'où ils venaient, où se trouvaient leurs proches, quels étaient leurs problèmes de santé, etc. Il s'est mis à collecter des fonds pour aider ces hommes en même temps qu'il a créé les camps pour les entraîner. Oussama faisait partie de ces bienfaiteurs humanitaires qui ont réalisé à l'époque un tas de bonnes choses. Il a fait construire des orphelinats, des logements sociaux pour les veuves des martyrs d'Afghanistan, morts au combat. Ben Laden réquisitionne également une partie du parc d'engins de terrassement que possède la société de sa famille. Il a commencé par utiliser ce qu'il connaissait de manière pratique, à savoir les bulldozers et l'argent. Tous deux lui ont permis de faire creuser un réseau de tranchées sur la ligne de front. Ben Laden met en personne la main à la pâte, allant même, paraît-il, jusqu'à manœuvrer son bulldozer sous les fréquentes attaques des hélicoptères soviétiques. Plus qu'un simple financier, Ben Laden incarne l'un des héros du peuple afghan. Bien qu'il garde un faible pour les bottines anglaises réalisées sur mesure, il mange, il vit et combat auprès des Moudjahidines et porte comme eux la tenue traditionnelle. Il pouvait tout à fait se contenter de fournir l'argent. Rien ne l'obligeait à en faire plus, à se mettre physiquement en danger, à monter au front et à partager la vie, les privations et les nombreuses difficultés quotidiennes des Moudjahidines. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Ben Laden s'investit dans l'enrôlement de musulmans accourus du monde entier pour aider à chasser d'Afghanistan ces Russes qui se veulent de surcroît ouvertement athées. Il endosse les frais de voyage des volontaires et il organise leur entraînement dans un camp qu'il a fait construire. Les Afghans ont en même temps été naïfs de croire que ces étrangers, une fois le conflit terminé, allaient repartir chez eux. Parce qu'en réalité, ils sont restés sur place. Pendant la guerre d'Afghanistan, Ben Laden travaille en étroite collaboration avec le cheikh Abdullah Azzam, l'un de ses anciens professeurs de lycée et conseiller spirituel. Azzam est un intégriste religieux qui se consacre à nettoyer les terres islamistes des possibles incursions étrangères. Aussi, certains préceptes de son maître viennent-ils conforter Ben Laden dans sa conception extrême d'une djihad globale. Azzam a eu une influence prépondérante, non seulement sur Oussama Ben Laden, mais sur une grande partie de ses activistes et jusqu'au gros des troupes islamistes investies dans cette guerre. Une influence qui s'est étendue au-delà de l'Afghanistan en elle-même. L'ironie du sort veut que ce soit la guerre d'Afghanistan qui offre aux islamistes radicaux leur chance d'apprendre à combattre, ainsi que de nouer des liens internationaux avec d'autres sympathisants de leur idéologie. Cependant, tous les Afghans ne partagent pas forcément les autres ambitions de Ben Laden. Il a présenté la ferveur dans l'islam sous un angle différent. Les Afghans, eux, se battaient pour défendre simplement leur religion, leur territoire, pour sauvegarder leur liberté en somme. Alors que Ben Laden et ses troupes réunies depuis l'étranger avaient une toute autre conception de cette guerre. Il s'agissait pour eux d'un véritable conflit idéologique. Un conflit opposant le monde islamiste et le monde de l'athéisme. Au milieu des années 80, les Afghans et leurs alliés se sont enlisés dans la guerre. Leur armée, pour ainsi dire artisanale, semble être sur le point de capituler face à l'impressionnant arsenal des Soviétiques. On a essuyé des coups vicieux de la part des Russes. Ils nous ont attaqués au gaz et j'en ai été moi-même victime. Leur aviation a pilonné nos positions et nous avons perdu beaucoup d'hommes. Et nous avons malgré tout réussi à décourager de nombreuses offensives de leurs commandos, comme jamais auparavant. En 1996, l'envoi de missiles américains permet de parer aux attaques des chasseurs et hélicoptères soviétiques. Les États-Unis aident ainsi les Afghans à changer le cours d'une guerre qui durera malgré tout encore 3 ans. En 1988, Oussama dispose déjà d'une importante réserve de Moudjahidines et autres partisans. Il crée Al-Qaïda, qui signifie la base, autrement dit le répertoire international de militants sur qui il sait qu'il peut compter. Son organisation Al-Qaïda, sa base, est en réalité une base de données. C'est le fichier regroupant les Arabes qui ont combattu avec lui en Afghanistan et qu'il va ensuite organiser en un véritable réseau. La guerre d'Afghanistan dure 10 ans. En 1989, les Russes finissent par plier bagage. L'Union soviétique s'affaiblit.
Ce retrait des troupes symbolisera plus tard le début de la fin de la guerre froide. L'Afghanistan était devenu le Vietnam des Russes. Et puis voilà que ce général Ben Laden, l'un des instigateurs du djihad, a fini par faire prendre ses jambes à son cou à l'une des deux grandes superpuissances de l'époque. Il reste encore à livrer une bataille décisive, celle de Jalalabad, visant à débarrasser le pays de son gouvernement communiste. Mais les troupes adverses disposent d'une artillerie lourde qui inflige des pertes sévères parmi les Moudjahidines. Oussama, qui combattait sur le front à l'époque, a gardé la Kalachnikov qu'il dit avoir récupérée sur un général soviétique mort. Plus tard, lui-même se comparera au guerrier du XIIe siècle Saladin, parvenu à chasser des terres saintes les croisés. Cependant, tout le monde ne se souvient pas d'Oussama Ben Laden comme d'un héros de guerre. Il est évident qu'il a dû se trouver impliqué dans un certain nombre de combats épouvantables. Mais en dehors de ça, peu d'exemples ont laissé au peuple arabe le souvenir d'un grand chef de guerre. La bataille de Jalalabad met un terme à 10 longues années de combat. Les Afghans ont payé un très lourd tribut avant de récupérer leur territoire. En novembre 1989, le cheikh Azam est assassiné dans un attentat à la voiture piégée. À 32 ans, Ben Laden rentre chez lui en Arabie Saoudite. Il revient chez lui en héros. Un héros pour sa famille, ainsi que pour les Moudjahidines de l'ensemble du monde islamique. Et les Saoudiens eux-mêmes, comme la famille royale, l'accueillent à ce moment-là avec beaucoup de déférence. Ben Laden reprend dans un premier temps ses activités dans le bâtiment auprès de l'entreprise familiale. Mais bientôt, ses points de vue extrémistes l'opposent à la famille royale, celle-là même avec qui il entretenait des liens étroits. L'hostilité grandit, avant d'éclater le 2 août 1990, lorsque l'Irak envahit le Koweït, voisin de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens ont peur d'être les prochains sur la liste. Ben Laden a beau comprendre leurs craintes, lorsque ces derniers se tournent vers les États-Unis afin de solliciter leur aide militaire, il proteste vigoureusement, criant au pacte avec l'infidèle. La théorie de Ben Laden veut que l'ensemble de la péninsule arabe, et l'Arabie saoudite en particulier, soit la plus sacrée parmi les terres saintes. Par conséquent, toute personne de confession non musulmane ne peut y mettre le pied, à plus forte raison s'il s'agit de défendre des intérêts américains qu'il considère d'emblée comme le pays du mal. Il déclare que l'Amérique ne voit là qu'une occasion de protéger ses intérêts pétroliers en Arabie. Il met en garde contre les troupes américaines qui demeurent à son sens des troupes d'occupation. Il s'inquiète d'autre part que les États-Unis puissent utiliser la péninsule arabe comme une base de ravitaillement dans leur politique de soutien à Israël, pays ennemi pour beaucoup au sein du monde arabe. Et l'idée même qu'une puissance non musulmane s'en prenne à un frère musulman, en l'occurrence l'Irak, le hérisse au plus haut point. Grâce au rôle qu'il a joué pendant la guerre en Afghanistan, Oussama Ben Laden continue d'exercer une grande influence auprès du public. Aussi, le gouvernement saoudien le presse-t-il de se taire, allant jusqu'à le menacer de mettre en faillite sa société familiale. Oussama Ben Laden se voit même assigné à résidence à Jeddah pendant quelque temps. Le gouvernement a commencé à se sentir menacé par ses commentaires sur les accords passés avec l'Occident. Il lui a conseillé de faire ses valises s'il voulait garder la vie sauve, et c'est ce qu'il a fait. En avril 1991, Oussama Ben Laden, alors âgé de 34 ans, s'enfuit pour l'Afghanistan avant de rejoindre le Soudan, dont le pouvoir est détenu par un gouvernement islamique militant. C'est de là qu'il commence à faire entendre l'une des voix les plus extrêmes et les plus fortes du monde musulman. À 34 ans, Oussama Ben Laden devient en 1991 persona non grata chez lui en Arabie Saoudite pour avoir violemment critiqué l'attitude du gouvernement de Riyad pendant la guerre du Golfe et prédit qu'une fois les troupes américaines entrées en territoire arabe, elles s'y installeraient définitivement.
Et d'ailleurs, sans regarder à ce qu'il a commis par ailleurs, il faut reconnaître que ses prévisions se sont avérées pour la plupart exactes. S'il est vrai que les troupes américaines demeureront en Arabie Saoudite après la fin du conflit, Oussama Ben Laden, lui, s'enfuit vers le Soudan, où le pouvoir vient d'être renversé par une puissante révolution islamique. Il rejoint en réalité les nombreux réfugiés musulmans venus y trouver un abri sûr. Le nouveau gouvernement a en effet l'ambition de faire du sol soudanais une patrie ouverte aux musulmans du monde entier. Aucun visa d'entrée n'est demandé. Dès lors, des centaines de moudjahidines ainsi que de nombreux terroristes présumés se mettent à affluer. C'est pour Ben Laden l'occasion idéale d'élargir son réseau et de poursuivre son programme politique. Il disposait de suffisamment de capitaux pour entretenir son réseau. Et d'autre part, il avait une idéologie suffisamment séduisante pour un tas de jeunes musulmans déçus par leur religion et qui étaient prêts à tout. Ainsi, Ben Laden commence-t-il par investir massivement au Soudan de manière tout à fait légale et notamment dans une énorme entreprise de construction. Il a tissé une relation tout aussi bénéfique pour lui que pour le Soudan. Le Soudan était un pays très pauvre, il est encore d'ailleurs. Par conséquent, son argent, ses investissements dans le bâtiment, tout ça l'a rendu extrêmement populaire là-bas. Il est resté lié à ce pays en tant que bienfaiteur. Il mène au Soudan une vie paisible. Il se rend régulièrement à la mosquée et occupe dans une banlieue calme une grande et confortable villa. À l'époque, il a déjà plusieurs épouses et enfants. Un homme bon, un homme d'affaires doué et pas un terroriste, un musulman fidèle, un arabe authentique. Il vivait là, entouré de ses frères, parmi sa communauté, comme il le faisait auparavant en Arabie Saoudite. Mais on raconte aussi qu'il s'affaire discrètement à élargir le champ d'activité d'Al-Qaïda, le réseau présumé des partisans de sa fameuse djihad globale. Son objectif consistait en gros à faire du Soudan une base de lancement des combattants du djihad vers un monde arabe jugé séculier ou laïque. Il fallait qu'une fois formés, ces combattants soient capables d'aller renverser les régimes profanes pour imposer à leur place un gouvernement islamiste. À l'époque, les États-Unis ne lui attachent encore que peu d'importance. Vers 91-92, les États-Unis commencent tout juste à le repérer. Pas comme une grave menace, mais tout de même comme quelqu'un dont le parcours et l'idéologie ont de quoi les inquiéter. Peu de temps après, les États-Unis deviennent effectivement la cible principale de Ben Laden. En 1992, d'abord, lorsque des troupes américaines se portent en renfort des Nations Unies pour enrayer la famine en Somalie. Refusant d'admettre la dimension humanitaire et l'urgence de l'intervention, Ben Laden s'en tient à sa définition d'une violation d'un territoire musulman. Le 3 octobre 1993, les forces spéciales américaines en Somalie se trouvent littéralement prises sous le feu nourri des factions locales à Mogadiscio. Elles perdent au cours de l'attaque plusieurs hélicoptères Black Hawk. On va même jusqu'à traîner à travers les rues les cadavres de soldats américains. Ces affrontements coûteront la vie à 18 GIs et à plusieurs centaines de Somaliens. Quelques années plus tard, Ben Laden révèle au journaliste Barry Atwan du quotidien arabe Al-Quds Al-Arabi qu'il a commandité l'attaque. Il m'a dit qu'il savait que les Américains viendraient en Somalie, qu'il avait envoyé ses hommes en embuscade un mois à l'avance et qu'à leur arrivée, il les avait attaqués. Si aucune preuve ne permet d'attribuer formellement à Ben Laden la responsabilité de ces attaques en Somalie, le retrait anticipé des troupes américaines restera comme une cinglante défaite qui continuera de hanter le gouvernement Clinton. Au milieu des années 1990, le mouvement du djihad prend de l'ampleur, au point qu'on associe souvent son nom à des actes terroristes. En 1994, le gouvernement saoudien retire à Ben Laden sa citoyenneté et demande à ce que la communauté internationale gèle ses actifs. Puis, c'est au tour de sa famille de le désavouer. Hey Chief, where you going? Which one? Where? En février 1993, l'attentat à la bombe du New York Trade Center, qui fera 6 morts et plus de 1000 blessés, amène la justice américaine à pointer du doigt son réseau. Bien qu'aucune preuve ne l'incrimine directement, le nom de Ben Laden finira par ressurgir en liaison avec Ramsey Youssef, le cerveau de l'attentat. En février 1995, ce dernier est arrêté au Pakistan.
À l'époque, les agents de renseignement, parmi lesquels les enquêteurs du FBI, ont découvert qu'il existait des liens pour le moins mystérieux entre Ramsey Youssef et Ben Laden. Par exemple, on a retrouvé dans la poche de Youssef l'adresse d'un hôtel appartenant à Ben Laden. La justice occidentale commence à réaliser que Ben Laden incarne un tout nouveau type d'ennemi, l'apatride, financier du terrorisme, qui consacre sa fortune au soutien de causes extrémistes. Il ne représente pas en lui-même une nation souveraine. Il n'a par conséquent aucun risque de se voir condamné par les États-Unis. C'est un homme qui s'est fixé une cause à défendre coûte que coûte et qui dispose d'importants capitaux pour parvenir à ses fins. Ainsi, Ben Laden poursuit-il implacablement ses efforts pour chasser de la péninsule saoudienne les troupes américaines. Il met au défi la toute-puissante Amérique. Il n'en a pas peur, au contraire. Et pendant que les gouvernements musulmans réclament l'aide des Américains, lui voilà l'occasion de les narguer. En août 1995, Ben Laden écrit au roi Fahd d'Arabie Saoudite et l'enjoint de mener une guérilla contre les forces américaines stationnées dans son pays. En novembre, 5 Américains et 2 Indiens trouvent la mort dans le pilonnage d'un camion de la garde nationale à Riyad. En mai 1996, 4 Saoudiens accusés d'avoir commis l'attentat sont décapités sur la place principale de Riyad. Ils ont avoué avoir été inspirés par Ben Laden. Certains affirmeront plus tard que ces aveux leur auraient été extorqués. Ben Laden refusera d'admettre toute implication mais ne se privera pas d'approuver l'agression. Si vous demandez à Oussama Ben Laden, êtes-vous le commanditaire de l'attentat? Il ne vous répondra jamais directement oui. Par contre, il verra la nécessité de vous répondre « c'est le djihad, c'est la guerre sainte ». Il essaiera de justifier que c'est l'islam contre ce qu'il appelle les infidèles. À la suite de ces événements, le gouvernement américain réclame au Soudan l'expulsion de Ben Laden. Selon les services secrets américains, il financerait au nord du pays ainsi qu'au nord du Yémen des camps d'entraînement de terroristes. De leur côté, les Saoudiens font également pression pour qu'on le chasse de son fief. En 1996, les Soudanais ont fini par dire aux Saoudiens « Très bien, on va s'en débarrasser, voulez-vous qu'on les renvoie ?» Et là, les Saoudiens ont répondu « Non, merci ». Pour échapper à la justice occidentale, Ben Laden choisit de trouver refuge en Afghanistan. Le pays, déchiré par la guérilla des différentes factions et sans l'appui de relations diplomatiques entretenues avec l'étranger, demeure extrêmement pauvre et instable. Avec le recul, on s'est aperçu qu'on l'aurait arrêté beaucoup plus facilement s'il était resté au Soudan. Je ne pense pas qu'on a réalisé tout le danger de le laisser s'installer dans un pays qui avait pratiquement tout d'un no man's land. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il devient véritablement l'ennemi public numéro 1. En mai 1996, devant l'insistance des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, le gouvernement du Soudan expulse Ben Laden. Ce dernier retourne en Afghanistan où il commence par aider le groupe islamiste des talibans à prendre le pouvoir. En retour, ceux-ci contribuent à faire du pays le quartier général de sa guerre sainte globale. Des vétérans non talibans de la guerre d'Afghanistan lui témoignent toujours de leur fidélité et se rallient également à sa cause. Ben Laden n'a fait que retrouver le même réseau qu'il avait déjà aidé dans les années 80, celui dont il avait fait partie au Pakistan et en Afghanistan, et qui restait très actif entre-temps. Au printemps 1996, le président Clinton donne l'ordre ultra-secret de démanteler le réseau Ben Laden. Des mesures qui n'empêcheront pas l'image de ce chef de file du terrorisme de continuer à ressurgir comme celle du suspect numéro 1 à chaque nouvel attentat. C'est le cas notamment lorsqu'au matin du 25 juin 1996, un camion bourré d'explosifs fonce dans les tours Al-Khobar, converties en résidence militaire américaine à Dhahran. L'explosion tue 29 soldats américains. Pointé du doigt, Ben Laden répond une fois encore de manière immuable. Il m'a dit qu'il approuvait l'attentat d'Al-Khobar, tout en refusant d'admettre qu'il en avait peut-être tiré les ficelles. Toute attaque anti-américaine lui inspirait de toute façon énormément de sympathie. Il avait une telle haine de leur présence sur cette terre. Plus tard,
Preuve sera faite qu'un groupe chiite musulman est à l'origine de l'attentat. Ce qui n'empêche pas Ben Laden d'intensifier encore la violence de son discours, comme en 1998, où il appelle au djihad contre les juifs et contre ceux qu'il nomme les croisés. Il ordonne aux musulmans où qu'ils se trouvent d'assassiner les Américains, militaires comme civils. Il confère même à cet ordre le statut de fatwa, autrement dit, décision religieuse et divine. Il a mis le principe de la fatwa au service de son idéologie politique et pour tenter de légitimer son combat. En mai 1998, John Miller, correspondant à la chaîne américaine ABC News, se rend en Afghanistan afin d'interviewer Ben Laden. L'apparition publique de leur chef est pour ces hommes l'occasion de le célébrer. C'était une pagaille indescriptible. On tirait des missiles, des balles traçantes. Ces hommes explosaient de joie dès qu'ils l'apercevaient. Chacune de ces apparitions impressionnait. L'homme fait bien 1m80 ou 90, il n'élève jamais la voix, il n'est pas du genre à brandir le poing ou à frapper sur la table. Il parle d'une voix douce. Mais les mots qu'il emploie, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement durs et terriblement menaçants. Il m'a dit avoir 3 objectifs principaux. Faire cesser toute présence américaine en Arabie Saoudite. Mettre un terme à l'aide des États-Unis à Israël, dans la mesure surtout où cette aide se retournerait contre les Palestiniens. Et enfin, faire cesser immédiatement les bombardements en Irak. Des bombardements qui touchaient et continuent d'ailleurs de toucher des civils innocents. Et lorsque Miller aborde le sujet inquiétant de sa fatwa délivrée contre les civils américains, Ben Laden contre-attaque. L'histoire a montré que les Américains eux-mêmes ne faisaient pas de distinction entre militaires et civils, ni même au sein de ces civils de distinction avec les femmes et les enfants. Qui croyez-vous qui ait lancé une bombe sur Hiroshima et sur Nagasaki? Je dis que la fatwa s'applique contre tous ceux qui tuent ou participent à tuer les enfants de nos frères musulmans. En juin 1998, un jury d'accusation de New York réclame sa mise en examen pour complot contre des installations militaires américaines. On l'accuse aussi d'être le principal financier des terroristes islamistes internationaux. Au départ, c'était le leader d'un petit groupe de soldats dévoués, prêts à combattre pour lui contre les Russes. Et il est passé au statut de chef d'un véritable conglomérat terroriste. Un peu comme s'il était devenu le magnat d'une industrie vouée à la cause du terrorisme. Son investissement dans le terrorisme se mesure aux actes épouvantables perpétrés. Ainsi, le 7 août 1998, jour du 8e anniversaire de l'arrivée des troupes américaines en Arabie Saoudite, 2 énormes explosions soufflent les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie. Les autorités restent abasourdies devant l'ampleur de ces offensives, dont on découvre qu'elles ont été orchestrées par Al-Qaïda, le réseau de Ben Laden. Ils sont autrement plus organisés et disciplinés que beaucoup de gens veulent bien le faire croire. Ce type d'attaque dépend de toute une infrastructure mise en place depuis un long moment. Cela demande un tas de préparatifs et ces 2-là avaient été minutieusement préparés à l'avance. À Nairobi, le bilan est désastreux. Pas moins de 213 morts, dont 12 Américains et 4500 blessés. Tandis qu'à Dar es Salaam, la bombe aura tué 11 personnes et en aura blessé 85. John Miller prend contact avec Ben Laden afin de le confronter à la logique de ses attaques. Ces attentats en Afrique ont tué énormément d'innocents, de femmes, d'enfants, des musulmans aussi. Et l'essentiel de sa réponse a été de dire que selon le djihad, quiconque meurt, c'est la volonté d'Allah. C'est leur destin, tout simplement. La grande majorité du peuple musulman désapprouve totalement ces crimes. Beaucoup de musulmans avec qui j'ai eu l'occasion de parler ont été profondément choqués par ce qui s'est passé en Afrique. Il est évident que les musulmans et les pratiques islamiques ne sanctionnent pas ou ne condamnent pas des assassinats systématiques de civils, sans regarder dans quelles conditions on les a commis. Et c'est précisément dans ce sens qu'Oussama Ben Laden, avec son argumentation et sa fatwa, s'exclut du courant dominant, comme de l'interprétation de l'islam et des pratiques musulmanes.
Après ces attentats meurtriers en Afrique, Oussama Ben Laden devient l'ennemi public numéro 1. En août 1998, un comité de conseillers avertit le président Clinton. Tout porte à croire que Ben Laden s'apprête à acheter des armes chimiques et biologiques qu'il compte utiliser à l'encontre d'infrastructures américaines. La Maison-Blanche est sur le qui-vive, on se prépare à user de représailles. Les États-Unis ont mené une attaque ce matin contre l'une des bases terroristes les plus actives au monde. Cette base, située en Afghanistan, est gérée par des groupes affiliés à Oussama Ben Laden. Ainsi, les États-Unis vont-ils dépenser des millions de dollars en tirs de missiles de croisière visant les camps d'entraînement des terroristes de Ben Laden? Mais ces attaques servent en définitive à peu de choses. Ben Laden et la plupart de ses hommes ont déjà pris la poudre d'escampette. Après les frappes menées en Afghanistan et au Soudan, les gens ont fait de Ben Laden leur héros. Il fallait que ce soit forcément un héros pour rendre les Américains capables de faire ça. Le président américain donne également l'ordre de bombarder une usine pharmaceutique au Soudan, dont on pense qu'elle est subventionnée par Ben Laden. Cependant, non seulement l'enquête n'apportera aucune preuve quant à la fabrication de produits dangereux, mais il s'avérera même que l'installation n'avait alors rien à voir avec le chef terroriste. À la fois embarrassé et contrarié, le gouvernement américain continue pourtant sur ses échecs. Cette fois en tentant de bloquer le flux financier assurant à Ben Laden son approvisionnement. Dès qu'on parvenait à repérer puis à démanteler l'un de ces réseaux financiers, un autre surgissait. Il pouvait se permettre de continuer ses activités grâce à la fortune et au soutien depuis le Golfe de personnes riches et de la même sensibilité idéologique que lui. Sa famille aussi l'a soutenu. En novembre 1998, les États-Unis inculpent Ben Laden et d'autres terroristes présumés sur de nombreux chefs d'accusation, parmi lesquels l'organisation des attentats à la bombe des ambassades américaines en Afrique, ainsi qu'une série d'actes terroristes contre des ressortissants américains. On offre même une récompense de 5 millions de dollars à quiconque fournira des informations conduisant à l'arrestation de Ben Laden, une somme à la hauteur de l'enjeu. En 1999, Oussama Ben Laden, alors âgé de 41 ans, figure parmi les hommes les plus recherchés de la planète. Il continue pourtant de se cacher en Afghanistan sous la protection du régime extrémiste des talibans. Son style de vie ascétique en fait un homme très proche de ses partisans. Je pense qu'il doit ce style de vie en partie à son rêve. Il se dit qu'il a abandonné derrière lui sa vie de luxe, qu'il consacre désormais l'intégralité de cet argent à développer sa djihad et non plus à satisfaire son propre confort. Il partage la vie de ces hommes pour être à égalité avec eux. Sa cavale en fait un personnage hautement populaire. Et lorsqu'en 1998 il échappe à un raid aérien des Américains, il devient une icône pour une petite partie des musulmans. Auparavant, personne en Afghanistan ni à travers le monde musulman n'avait entendu parler d'Oussama Ben Laden. Et là, tout d'un coup, tout le monde le connaissait. Il est devenu une figure emblématique. Pour vous dire, dans la zone du Pakistan limitrophe de l'Afghanistan, Oussama est devenu pour les petits garçons le prénom le plus à la mode. Après l'échec de cette série de frappes, il continue de défier les États-Unis et leur délivre un message terrifiant. Il a dit qu'il souhaitait transmettre un message au président Clinton, comme quoi, pour lui, la guerre n'avait pas encore débuté, et comme quoi il répondrait à ces frappes de missiles par des actes et non plus par des mots. Si le XXIe siècle débute avec son habituel cortège de vœux, c'est aussi avec la conscience pénible d'une menace terroriste accrue, due notamment à Ben Laden. Ainsi, au Yémen, le 12 octobre 2000, l'attaque suicide au cours de laquelle une embarcation chargée d'explosifs percute l'USS Cole, un navire de guerre américain, provoquant un trou béant dans sa coque et la mort de 17 Américains. On soupçonne immédiatement Ben Laden avant d'apprendre que le commando suicide s'était entraîné dans ses camps d'Afghanistan. Il est évidemment extrêmement difficile de trouver une preuve formelle permettant d'incriminer directement Ben Laden, au point de dire, par exemple, c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Car plutôt qu'une implication directe de sa part, on retrouve davantage de traces de sa présence, qu'elle soit financière ou que ce soit au niveau de l'entraînement qu'ont suivi les hommes ou bien de leur inspiration idéologique. En mai 2001, 2 hommes sont reconnus coupables à New York d'avoir participé aux attentats contre les ambassades en 1998. Mais Ben Laden continue d'échapper aux autorités.
Malgré des sanctions internationales, il demeure sous l'entière protection du régime des talibans. Ce qui ne signifie pas pour autant que la majorité des Afghans se satisfait d'une telle situation. Je dirais que le désir prédominant à l'époque chez la plupart des Afghans, qu'il s'agisse de ses amis arabes, des talibans ou des anti-talibans, devrait être de le voir quitter le pays et les laisser vivre en paix. C'est évidemment sans compter sur son extrême détermination. 11 septembre 2001. 4 avions de ligne sont détournés et lancés dans les attaques suicides que le monde entier connaît. Plus de 3000 personnes y laissent leur vie à New York, à Washington et en Pennsylvanie. L'humanité tout entière reste assommée devant l'ampleur de ces actes de destruction massive. Une fois de plus, un seul nom vient à l'esprit. Notre objectif est Oussama Ben Laden, aucun doute, c'est notre suspect numéro 1. S'ensuit la plus grande enquête de tous les temps. Les éléments laissent peu à peu apparaître que Ben Laden est effectivement le coupable. Nous n'avons absolument aucun doute quant à la responsabilité de Ben Laden et de son réseau dans les attentats du 11 septembre. On finit par démontrer les liens qu'entretenaient la plupart des 19 pirates de l'air avec le réseau Al-Qaïda. En octobre, les États-Unis décident de contre-attaquer. Déclarant une véritable guerre antiterroriste, ils lancent un raid aérien massif sur l'Afghanistan. Les Américains se sont jurés de vaincre les talibans, d'anéantir Al-Qaïda et de retrouver Ben Laden, mort ou vif. En l'espace de quelques mois, le régime taliban s'effondre et les principaux hommes de main d'Al-Qaïda sont tués, parmi lesquels Mohamed Atef, second de Ben Laden. Mais malgré des bombardements dévastateurs et une intensive chasse à l'homme, Ben Laden continue de courir. Comme dans un défi incessant aux Américains, et pour rassurer à la fois ses partisans, Ben Laden distribue au compte-gouttes des cassettes vidéo à la presse. Dans l'une d'entre elles, il confirme en décembre 2001 sa participation aux préparatifs de l'attaque contre le World Trade Center. Avec la quasi-totalité du monde à ses trousses, il disparaît. On a perdu sa trace et l'on s'interroge sur son sort. Certains prétendent qu'il se cacherait à l'ouest du Pakistan, tandis que d'autres avancent déjà l'hypothèse de sa mort. La seule chose dont on est sûr, c'est que s'il est bien vivant, Ben Laden n'est pas prêt d'abandonner la cause qu'il défend, quitte à faire le sacrifice de sa propre vie. Je pense qu'il est convaincu d'accomplir le travail de Dieu. Je dirais qu'il a même l'intention de mourir pour y arriver. Il s'imagine sans doute que ça fera de lui un martyr. Et quand bien même s'il devait mourir, ce ne serait pour lui après tout que la volonté d'Allah.